commencé à faire des mémoires de traduction, à mon avis, à la fin des années 80, 90. Hein. Mais il y a autre chose qui se profile et qui change considérablement le métier de traducteur, c'est la traduction automatique. Alors la traduction automatique, c'est quelque chose que les traducteurs détestent. Euh, les, qu'ils détestent parce que, quelque part, ils ont l'impression que la machine va remplacer leur travail. Alors, il y a deux réflexions par rapport à ça. Euh, D'une part, la traduction automatique, genre Google Traduction, Reverso, etc. Bon, c'est bien pratique quand vous voulez savoir, grosso modo, de quoi parle un texte en chinois. Ça a donc sa place, parce que dans la quantité de choses qu'il y a à traduire dans le monde actuellement par le biais d'Internet, les humains n'ont pas la capacité de traduire tout ça. Donc la traduction automatique et la traduction automatique pure, c'est très bien pour ça. Mais la traduction automatique, elle entre aussi dans le domaine, dans le monde de la traduction humaine maintenant. Et le métier est en train de changer parce que il y a des logiciels de plus en plus performants qui vont traduire, et le métier le traducteur, l'intervention du traducteur sera justement de relire, de faire de la post-édition. Alors, c'est vrai que et certaines universités commencent, je ne sais pas si vous le faites vous, mais certaines universités commencent à former les traducteurs à être des post-éditeurs. Et ça, c'est vraiment l'avenir. S'il y en a parmi vous qui ont envie de se lancer dans la traduction, hein, il faut savoir que la traduction écrite, là on parle plus d'interprétation, et encore, il y a des choses qui bougent en interprétation de ce point de vue-là. La traduction écrite est en train de devenir complètement dichotomique. Il va y avoir d'un côté la traduction écrite rédactionnelle, où chaque mot aura son importance, où la, entre guillemets, pathologie du rédacteur sera importante, où il faudra mettre de l'humain, comme vous le disiez dans la traduction, de l'humain au sens très large du mot. Hein. Bon, ça concerne quoi? Ça concerne la niche de la traduction juridique, qu'il est difficile encore d'automatiser. Mais toute la traduction technique, en revanche, ça va être de plus en plus automatique. Pour faire un Airbus, vous avez besoin de 25 boulons, de 35 rondelles et de, je dis n'importe quoi. Ça peut être traduit automatiquement. Il n'y a plus besoin d'une intervention humaine. Il y a simplement besoin que l'intervention humaine derrière vérifie que la traduction est juste, parce que là, on ne demande pas de faire de la littérature. Et quant à l'interprétation, il y a des développements aussi, d'une part, pour complètement délocaliser les interprètes. L'avenir, c'est que les interprètes ne voyagent plus, qu'ils travaillent là où ils sont, hein, dans leur salle de bain, par exemple. Et alors que la conférence se tient à Hong Kong, Bosch est en train de développer un système qui va dans ce sens-là. Je ne sais pas combien de temps ça prendra pour arriver, mais ça, c'est vraiment, vraiment l'avenir. Hein. Je voudrais rebondir là-dessus parce que, effectivement, nous, à l'université, nous avons le devoir d'anticiper les évolutions de demain. C'est évident. Donc tous les responsables de master d'Europe sont conviés chaque année à Bruxelles, à la Commission européenne, la DGT, Direction générale de la traduction. Donc j'ai assisté, par exemple, il y a 2 ans, à une journée comme ça, EMT, ça s'appelle, où le discours, c'était « préparez-vous ». Il n'y en a plus que pour 5 ans. Dans 5 ans, il n'y aura plus de traduction humaine. Quasiment, c'était ça le discours. Alors ils exagéraient quand même. Du coup, nous, on a intégré un module de TAL, traitement automatique du langage. On ne nous demande pas plus pour l'instant. On nous demande de prouver que nos étudiants ont une connaissance suffisante, au moins de l'existence de cette chose-là, et des grands principes. Mais on ne leur demande pas d'être capables de développer eux-mêmes, évidemment, des outils de traduction automatique. Mon attitude personnelle vis-à-vis de ça, elle rejoint un petit peu la vôtre.
C'est-à-dire que de toute façon, on aura quand même toujours besoin de human translators, comme ils osent dire, les traducteurs humains. Bien. Les êtres humains. Voilà. Et des êtres humains. Alors, s'il y a des choses mécaniques et ennuyeuses qui peuvent être finalement industrialisées en quelque sorte, faites, pourquoi pas? Après tout, dans toute l'histoire de l'humanité, on a mécanisé des tâches qui peuvent être faites par des machines. Il y a des aspects un petit peu rébarbatifs de la traduction. Le traducteur, ce qu'il aime, c'est pas chercher des mots dans des dictionnaires spécialement, c'est fabriquer un texte, c'est communiquer, c'est tout ce que vous avez magnifiquement dit tout à l'heure. Donc, pourquoi pas? Mais ce que je dis, moi, c'est que même pour être post-éditeur, et on parle aussi de pré-éditeur, c'est-à-dire de gens qui vont transformer des textes humains de telle sorte que la machine les comprenne. Vous voyez, pour les rendre en fait prédigérables en quelque sorte, pré-traduisibles. Et après coup, quand ça sort de la machine, il y a encore des humains qui font de la post-édition. Bien. Ce que je dis, c'est que même pour faire ce travail-là, il faut avoir une formation de traducteur. Et je pense à ce que vous me disiez tout à l'heure, ce qui vous donnait une légitimité comme directrice de l'agence, c'est que vous savez de quoi vous parlez. Vous êtes vous-même une traductrice. Eh bien, je pense qu'il faudra toujours des gens qui ont cette culture que nous avons tous de la traduction, c'est-à-dire cet humanisme fondamentalement, et cette maîtrise de toutes cette activité mentale. Il faut comprendre ce qui est en jeu, même pour faire de la traduction automatique. Et d'autre part, qui peut le plus, peut le moins, on pourra... Voilà. Moi, je pense que moi, j'ai pas envie de baisser la garde sur ce plan-là. Je pense que nous continuerons, en tout cas, aussi longtemps que je serai responsable, de mettre la barre haut, d'exiger que les gens aient une très bonne maîtrise de leur langue, une très bonne compréhension de ce qui est en jeu, une réflexion d'ordre éthique, parce qu'on a beaucoup parlé d'éthique, et c'est très important dans la formation, une bonne maîtrise des outils et de la technologie, la dernière, la plus récente, etc., mais sans rien céder sur le fond, c'est-à-dire la nécessité de fabriquer des gens qui sont non pas des exécutants, mais des experts, comme je l'ai dit tout à l'heure. Oui, vous parliez de légitimité de traduction, mais enfin, moi, je deviens de plus en plus un oiseau rare parce que les entreprises de traduction sont de plus en plus gérées par des commerciaux, par des hommes d'affaires. Il y en a beaucoup. Alors, je ne sais pas si ça vous intéresse, il y en a déjà qui sont, parmi vous qui sont impliqués dans la traduction. Vous êtes tous venus vous informer ou vous êtes déjà un peu dans la traduction ? Vous êtes venu vous informer, d'accord. Parce que bon, l'entreprise de traduction, c'est quand même encore un autre aspect de la traduction. Et je disais justement, il y a beaucoup d'entreprises de traduction qui sont reprises, existantes, qui sont reprises par des gens qui ont fait HEC, qui ont fait une école de commerce, qui sont des hommes d'affaires, qui sont des gens qui font des calculs d'échelle, des calculs de rentabilité, alors, je ne vais pas en dire de mal, parce que c'est des entreprises qui tournent, mais là aussi, c'est vraiment un grand changement dans le métier, parce qu'il y a quelques années, la plupart des entreprises de traduction étaient tenues par des traducteurs, ce qui n'est plus le cas maintenant. Parce que les traducteurs, s'en allant, ceux des premiers temps, les entreprises sont vendues et donc sont rachetées par des gens. Alors moi, j'ai des copains entreprises de traduction. Il y en a un qui venait de la vente de voitures, l'autre qui... Alors, ça change aussi beaucoup le métier, ça. Et c'est un métier qui s'industrialise beaucoup. On parle de plus en plus, et depuis quelques années, de l'industrie de la traduction. Et je pense qu'utiliser ce terme-là, ça dit beaucoup de choses. La traduction, c'est dans le monde actuel, et quand on est bon, comme l'ont dit tous mes collègues, c'est un secteur porteur. Ce n'est pas un secteur qui est en récession. On a de plus en plus besoin de traduction. Les entreprises françaises, pour se développer, ont besoin de traduire. Alors, quelles sont les langues, pour moi, qui ont le vent en poupe? Alors, l'anglais, forcément, l'anglais. Je dirais derrière le chinois.
On fait de plus en plus de chinois. L'espagnol, parce qu'une grande partie du monde parle espagnol. Et la langue des signes qui se développe énormément. Énormément. On fait de plus en plus d'interprétations en langue des signes. Enfin, on nous en demande de plus en plus. Hein. Pour dire, et effectivement, je pense qu'il y a beaucoup de besoins, mais il y a malheureusement très peu de moyens parce qu'on est encore considéré dans le champ du handicap. Et c'est vrai qu'il y a un petit vent qui arrive là sur la langue des signes parce qu'il y a cette loi de 2005 qui reconnaît l'accessibilité pour tous. Donc l'accessibilité pour tous pour les personnes qui sont sourdes, signantes, enfin, qui utilisent la langue des signes, c'est bien aussi de l'accessibilité par le moyen humain, en tout cas l'interprétation. C'est vrai que le marché, j'aime pas trop le terme de marché, mais je vais l'utiliser, se divise pour nous, traducteurs, entre les agences de traduction, qui sont des intermédiaires. Les entreprises. Entre les entreprises et les agences. Hein. Oui. Les agences sont des boîtes aux lettres, les entreprises sont des gens sérieux. Oui. Alors, les agences de traduction sont des intermédiaires entre moi, traductrice, et puis un client final, celui qui vend, par exemple, ce fauteuil. Et il y a ce que nous souhaitons tous privilégier, le client direct. C'est-à-dire, je travaille directement pour celui qui fabrique et vend ce fauteuil. Les rapports sont totalement différents. Quand on travaille pour une agence, on a affaire à pas un numéro, parce qu'on les connaît par leur nom et surtout leur prénom aux États-Unis, qui sont des chefs de projet, donc les project managers. Et de temps en temps ou régulièrement, on est en contact avec eux. Quand on travaille avec un client direct, les rapports sont totalement différents. Ils appellent s'ils ont un souci, c'est ce qui m'est arrivé tout à l'heure. Et puis, surtout, les tarifs sont complètement différents. Et dans le cas d'un travail avec un client direct, vous êtes propriétaire de votre mémoire de traduction. Alors que quand vous travaillez pour une agence, souvent, elle demande que le traducteur renvoie tout le travail, c'est-à-dire le texte source, bien évidemment, le texte cible, donc la traduction, et les textes intermédiaires, qui sont les mémoires de traduction et l'enrichissement du vocabulaire. Donc, pour le coup, le traducteur n'est qu'un rouage dans l'industrie de la traduction. Alors qu'avec un client direct, on peut vraiment parler de partenariat. Et ça, c'est très, très important. Et c'est très valorisant quand, à la fin de la journée, on se dit « j'ai bien travaillé pour mon client, il est content, il a décroché le contrat, son affaire se roule bien, donc pour moi aussi ». Je suis obligée de rebondir, hein, je suis désolée. Chez nous, si le traducteur a besoin d'être en contact avec le client, il n'y a aucun problème. Donc ça, c'est déjà, on ne fait pas écran. Alors c'est vrai qu'il y a des entreprises de traduction, je déteste ce mot agence, il y a des entreprises de traduction qui font écran parce qu'elles ont peur de perdre le client, etc. Moi, le principe chez nous, ça a toujours été, soit on travaille en confiance avec les gens, soit on ne travaille pas. Alors, pourquoi est-ce que le tarif payé au traducteur par une entreprise de traduction est différent du tarif payé par le client direct? Il y a une raison très simple. L'entreprise de traduction fait tout un travail de commercial et fait également tout un travail de suivi du client et de suivi de la facturation. Je veux dire, si le client ne paye pas, le traducteur est payé quand même. Bon, ça, c'est quand même un point administratif, parce que prendre du temps, enfin, je ne sais pas, moi, mon assistante passe 3 à 4 jours par mois à relancer les factures, tellement on a du mal à se faire payer. Je ne sais pas comment c'est pour vous. Voilà. Donc, l'avantage de travailler pour une entreprise, c'est que tout ça est lissé. D'autre part, l'entreprise apporte un service supplémentaire qui est celui de la relecture. Chez nous, tout ce qui sort de chez nous est relu
et corrigé. Alors, pour vous donner un exemple, enfin, je veux dire, les traducteurs, bien souvent, enfin, on peut penser, et moi la première, qu'on n'a pas besoin d'être lu. Je racontais à monsieur tout à l'heure, avant qu'on ne commence, que j'avais traduit un livre pour un éditeur breton sur la vision de Gauguin. Bon, je ne fais plus beaucoup de traductions. J'ai un peu fait ça il y a quelques années pour montrer un peu que les cordonniers savaient encore faire des chaussures. Et donc, en toute modestie, je trouve que je traduis bien. Et c'était de la traduction d'anglais en français. Et j'ai un second en interne qui a relu mes 180 pages. Et je me suis dit, une fois qu'il a eu relu, heureusement que je suis bonne. Parce que qu'est-ce que ça aurait été? Simplement parce qu'il avait pris ce que moi, je n'avais pas pu faire parce que je traduisais. Il avait pris la distance nécessaire avec le texte pour que ce texte soit écrit. Et c'est ça que fait l'entreprise de traduction. Son travail, une fois que le traducteur a livré son travail, c'est de relire. Et il ne faut pas croire qu'on sabre le texte du traducteur sans lui en parler. Hein. On lui soumet nos propositions, il accepte, il refuse. Mais bon, je veux dire, c'est un pas de plus dans la traduction. Mais il faut dire que pour une entreprise honnête qui fait son boulot d'entreprise et qui comprend toutes les étapes que vous avez décrites et toutes les tâches, il y en a aussi d'autres. Enfin, nous, on a quand même des agences, celle-là. Oui, mais on a des agences qui traitent, par exemple, quand même très très mal les étudiants qui sont en stage chez elles. On a de tout, hein. Il y a vraiment des bandits. Parce qu'il y a des gens qui ont compris, comme c'est une profession qui n'est pas tellement réglementée, qu'on peut faire n'importe quoi. Alors, vous pouvez faire n'importe quoi dans certaines limites. Parce qu'au bout du compte, la limite, c'est les clients. Tant que vous trouvez des gens pour payer pour n'importe quoi, ça marche. Mais certains pratiquent aussi la politique de la terre brûlée. Ils font n'importe quoi ici, puis ensuite ils font... Voilà. Et vous avez des boîtes, par exemple, qui annoncent sur leur site internet, j'en connais une à Manchester, en Angleterre, qu'elle a des bureaux à Paris, à Buenos Aires, à Tokyo, à New York. Pas du tout. Notre étudiant est revenu, nous a dit, non, il n'y a que 2 personnes à Manchester. Il y a un Parisien qui fait ça aussi. Hein. Il y a... Oui, d'accord. Mais il y a des boîtes aux lettres. Il y a des boîtes aux lettres. Et donc, on a l'impression, dans tous ces pays, qu'on a affaire à une boîte du pays. Et en réalité, non, on a 2 bandits à Manchester qui exploitent plein de gens. Et c'est terrible. Hein. Mais après, il ne faut pas non plus être complice. On a Caroline Comac, l'une des principales intervenantes, qui vient d'être nommée professionnelle associée. C'est une très grande nouvelle pour nous. Qui a une agence de traduction, excusez-moi, j'ai dit agence, mais elle a une boîte de traduction, c'est mieux, une entreprise de traduction sur Brest qui s'appelle Adstrad. Caroline a fait des remontrances à un étudiant de l'an dernier qui a accepté de traduire pour 1 euro le mot. 1 centime d'euro le mot. Alors, il a fallu vraiment lui expliquer que ça, il ne peut pas le faire et se dire titulaire du master. On n'a pas le droit quand on a fait ce master. Parce que, si vous voulez, le tarif quand même minimal, c'est 6-7 centimes d'euros le mot. Voyez. Et un traducteur qui serait très pointu dans un domaine très pointu, ce serait 20 centimes peut-être, jusqu'à 20 centimes dans certains domaines très pointus. Donc, qu'un traducteur, pour avoir du travail, accepte de la sous-traitance à 6-7 centimes, ma foi, ça lui fournit du travail, sans tous les soucis énormes de la facturation, des impayés, etc. Pourquoi pas? Mais pas à 1 centime. Donc tout le monde est responsable aussi, Françoise, un peu de ça. Ah oui, tout à fait. Hein? Et je suis ravie d'entendre que l'entreprise de Madame travaille avec des relecteurs. Et ça, c'est rassurant pour un traducteur de savoir qu'il va être relu. Parce qu'on
la fatigue, le stress, on peut faire des bourdes. Et quand on travaille avec un client direct, moi je travaille toujours en binôme avec un relecteur. C'est d'ailleurs le type de fonctionnement qu'il y avait et qu'il y a toujours au Master 2. On travaille toujours, il y a un traducteur ou une traductrice, un relecteur ou une relectrice derrière, et c'est l'occasion d'échanges et puis de faire progresser tout le monde. Et une fois qu'on est installé, avoir un relecteur et le retour du relecteur, ça c'est extrêmement important, permet à chacun de progresser, et puis ça se fait sans acrimonie aucune. L'industrie de la traduction précède, accompagne et suit les mouvements économiques et de pensée du monde. Donc, en étant traducteur, vous savez en avance ce qui va se passer au niveau économique, les résultats des entreprises. Quand on traduit des comptes rendus financiers, ça veut dire tant de milliers d'emplois en moins dans le monde. Ça veut dire, ça c'est dans le scénario catastrophe, soyons optimistes, là, l'entreprise va développer des brevets, c'est bon, il y a des créations d'emplois. On le sait toujours un petit peu en avance. Et puis, quand l'économie est ralentie, c'est vrai que globalement, nous aussi, on sent un ralentissement dans notre activité. Dans ces cas-là, on fait autre chose, on se forme. On met à jour son site web, on met à jour ses réseaux sociaux. Il y a à faire 24 heures sur 24. Malheureusement, il faut un petit peu dormir. Et puis surtout, on travaille sur tous les fuseaux horaires. Donc quand on travaille avec les États-Unis, donc ils ont 8 heures de moins que nous. Quand on travaille avec le Japon, ils ont 12 heures avant nous. Donc en fait, on suit l'évolution économique, l'évolution des idées et tous les fuseaux horaires. Donc on tourne tout le temps. Et nous sommes indispensables. Et le traducteur est le deuxième plus vieux métier du monde. Da Yaun. Le gallois, c'est formidable. Il faut... Vous devez... D'abord, au Pays de Galles, il y a des emplois en traduction, parce que le gallois est devenu langue officielle. Donc, par exemple, le Pays de Galles, grâce à la dévolution, a maintenant une assemblée nationale et un gouvernement de cette assemblée, donc une petite représentation diplomatique, etc. On peut être tout à fait intéressé par les services de quelqu'un qui parlerait français, gallois, anglais. Il y a aussi le sous-titrage. Je ne sais pas s'il a été question de sous-titrage. C'est aussi un secteur d'activité qui marche très bien. Alors il y a le sous-titrage, ça va un petit peu dans le sens de la localisation, donc un support visuel et puis ou du son ou des mots. Et je sais qu'il y a une forte demande de traducteurs en sous-titrage pour des documentaires breton-français, français-breton. J'imagine qu'il y a la même chose avec le gallois. Et ça permet aussi de faire circuler des cultures qui ne passent pas par les grands canaux nationaux. En fait, je plaisantais tout à l'heure, mais sérieusement, c'est très très bien que vous parliez breton, parce que plus on est bilingue jeune, et plus on est bilingue, c'est-à-dire plus on est psychologiquement bilingue. La difficulté pour la plupart des étudiants, c'est de se détacher de la structuration de la langue de départ. Vous voyez, ils calquent la structure. Or, il faut, pour être traducteur ou interprète, encore plus pour être interprète, être capable de se détacher totalement de la première. Donc, les gens qui sont bilingues, grâce à une immersion précoce, ont beaucoup plus de chances d'être à l'aise avec ça. Moi, je suis prof d'anglais. J'ai beaucoup de mal avec ça. Pourquoi les gens pensent à ce point dans leur langue? Pourquoi dans ce pays on n'est pas plus bilingue? Pourquoi on a renoncé à 15 langues régionales qui auraient fait de nous tous des bilingues? C'est désastreux. Après, ils sont tous là à essayer d'apprendre l'anglais, à le parler très mal. C'est insupportable. Il faut devenir bilingue mentalement. C'est la norme dans le monde. Il y a beaucoup plus de gens qui sont bilingues dans le monde que de monolingues.
si on vous dit que la norme c'est d'être monolingue, c'est faux. C'est faux. C'est un mensonge. C'est un mensonge.